Bonjour à tous. Bonjour à notre superbe panel pour parler retraite et dépendance. Bonjour à Philippe Trainard qui est mon partenaire sur cette rencontre. Retraite et dépendance, un modèle à repenser. Peut-être un petit spoil sur la préparation de notre débat. Quand on a commencé à travailler avec Philippe, il m'a dit « Encore les retraites ». Ça fait des années que je travaille sur les retraites et le débat revient. J'ai l'impression que le gouvernement, voire un peu plus haut, Philippe nous a entendus, et on a sans doute le débat qui est le plus en phase, en tout cas l'un des débats qui est le plus en phase avec l'actualité aujourd'hui. Je vous donne évidemment rapidement les noms de nos intervenants, puis ils auront l'occasion de vous expliquer les points principaux de leur argumentaire dans quelques temps. J'ai à côté de moi le ministre Éric Woerth qui a beaucoup travaillé sur ce sujet aujourd'hui député. Nous avons Florence Lussmann qui est à la tête de la Fédération française des assureurs, et puis également avec nous Robert Leblanc à la tête d'AON et Éric Pinon à la tête d'AFG. Et je le disais, mon sparring partner, pardon pour l'anglicisme, c'est Philippe Trainard qui travaille sur ce sujet depuis bien longtemps, et vous nous donnez les enjeux dans lesquels s'inscrivent à la fois ce débat en général et en particulier aujourd'hui avec notre table ronde. Merci beaucoup Patricia. Effectivement, voilà un vieux débat toujours renouvelé qui rebondit à l'annonce des élections présidentielles. Peut-être un petit sujet, si nous voulons tous pouvoir participer à la présidentielle, je ne puis que vous recommander de mettre vos masques. C'est impératif dans le cadre de cette salle. Le variant indien est parmi nous. Bien évidemment, comme tous les risques, c'est un risque que nous ne voyons pas, mais qui avance, n'est-ce pas? Et nous devons essayer d'éviter qu'il ne se traduise par une quatrième vague de confinement, et je crois qu'on peut tous y contribuer. Donc la retraite et la dépendance sont de nouveau des sujets dans l'actualité, dans toutes les économies avancées. Ce n'est pas particulièrement la France, mais c'est plus particulièrement le cas en France, où elle faisait d'ailleurs l'objet de projets de réforme en discussion avec la dépendance, les deux, juste avant que le Covid ne nous atteigne. Les deux sujets sont à la fois très indépendants les uns des autres. Pourquoi les mettre ensemble? Certains pourraient se le poser comme question, mais c'est aussi, ils sont très dépendants les uns des autres dans la mesure où on s'adresse à la même population, n'est-ce pas, pendant la même période de leur vie. Le cumul de la crise financière, puis de la crise sanitaire et leurs conséquences poussent les équilibres que l'on peut concevoir sur ces deux sujets jusqu'au point où ils deviennent insoutenables et où il faut donc agir. L'équilibre de la retraite, vous le savez, est largement mécanique. La durée de vie, c'est une donnée, vous ne pouvez pas la décréter par une loi ou par un décret. La structure par âge de la population, c'est une donnée, n'est-ce pas? Ça dépend des naissances, et nous savons que pour les 20 ans à venir, je sais très bien ce que sera la population active et ce que seront les gens potentiellement pouvant devenir retraités. L'équilibre des retraites ne peut donc être joué que sur des paramètres, ne peut donc être que paramétrique. Vous agissez sur le niveau des pensions, sur le niveau des cotisations ou sur l'âge de départ à la retraite. Alors vous pouvez aussi agir éventuellement sur l'endettement, on en dira un mot. Naturellement, la diversification des risques pour couvrir ce type de risques, la diversification entre capitalisation et répartition serait optimale. Tous les économistes nous l'enseignent parce que vous ne mettrez pas tous vos œufs dans les mêmes paniers. La partie capitalisation serait plutôt liée au marché financier, la partie répartition serait liée plutôt aux revenus d'activité, n'est-ce pas? Dans ce cadre, la répartition aurait naturellement pour vocation à verser les retraites minimum, la pension minimale, avec comportant une très forte dimension de redistribution, parfaitement cohérente avec la répartition, tandis que la capitalisation couvrirait les pensions au-delà de cette pension minimale, en fonction de l'effort de chacun. Ce régime idéal, nous le savons, n'est toutefois pas vraiment envisageable en France, en tous les cas certainement pas totalement et avec les poids qu'on voudrait leur donner à l'optimum, du fait des choix systématiques dans le passé, à partir de Vichy, en faveur de la répartition, qui rend un rétropédalage vers la capitalisation difficile quand ce n'est pas impossible, surtout à court terme. Alors, dans ces conditions, bien évidemment, la philosophie de la répartition doit être rectrice et il faut se demander dans quelles conditions elle est soutenable. Eh bien, je crois qu'il faut bien affirmer qu'elle n'est soutenable que si elle repose sur un partage
équitable de fortune entre les actifs, les financeurs, qui sont les financeurs, et les inactifs, qui sont les bénéficiaires, n'est-ce pas, des pensions de retraite. Sachant que l'endettement est une voie déraisonnable qui obère, comme on l'a vu avec la crise du Covid, qui obère la capacité de l'économie à absorber des chocs. L'endettement, c'est fait pour des chocs comme le Covid, c'est fait pour des chocs comme la crise financière. Et donc, de ce fait, un système de répartition doit reposer sur un principe d'équilibre financier, avec une évolution parallèle du pouvoir d'achat des actifs, les financeurs, et du pouvoir d'achat des retraités, n'est-ce pas, les bénéficiaires. Ce qui, a priori, devrait exclure les augmentations de cotisations sans baisse de prestations de pension et qui devrait imposer un partage de l'allongement de la durée de vie en bonne santé par une modulation de l'âge de départ à la retraite. Une partie de l'allongement de la durée de vie, au moins un tiers, devrait être couvert par un allongement, n'est-ce pas, de la durée de vie active et donc le fait de repousser l'âge de départ à la retraite. Et la question que je pose, n'est-il pas temps de mettre un peu en pratique ces recettes qui sont peut-être théoriques, mais qui ont une forte logique économique? La dépendance, elle devrait fonctionner selon un principe similaire, la capitalisation dans le cadre d'une assurance dépendance couvrant les besoins normaux et la répartition jouant en quelque sorte le rôle de voiture-balai de la solidarité dans le cadre de l'allocation personnalisée d'autonomie que je suggérerais de repenser pour revaloriser et privilégier la grande dépendance GIR 1, GIR 2, qui est la véritable catastrophe personnelle qui pèse sur nos têtes, n'est-ce pas, quand nous vieillissons, avec des indemnisations en GIR 1, GIR 2, c'est-à-dire pour les plus grands dépendants, n'est-ce pas, notamment ceux liés à Alzheimer, qui devraient être beaucoup plus généreuses qu'elles ne le sont aujourd'hui. Alors, la question, serait-il équitable, comme on l'évoque aujourd'hui, de créer une 5e branche de la sécurité sociale qui permettrait à ma génération, et je vous en remercierai beaucoup si vous la décidez, la génération des baby-boomers, de bénéficier d'une couverture dépendance sans avoir quasiment jamais payé pour cette couverture, n'est-ce pas, et pourtant avoir la plénitude de la prestation. Un idéal, je le souhaite pour moi personnellement, mais je dois avouer que je pense normal et légitime de s'interroger sur ce dernier hold-up des baby-boomers avant de descendre dans la tombe. Merci beaucoup Philippe. Et puis dans votre introduction, il y avait bien sûr cette, en filigrane cette tradition entre guillemets du système des retraites dans notre pays par répartition. Il y a aussi, on le sait, le débat sur la capitalisation et je pense que notre première intervenante qui est à la tête de la Fédération française de l'assurance, qui va nous parler aussi de la dépendance, Florence Lussmann, vous êtes évidemment impliquée dans ce débat et vous avez, je crois, aussi des propositions très concrètes à faire pour éventuellement faire avancer le sujet aujourd'hui aux rencontres. Absolument, et bonjour à tous. Merci Philippe d'avoir introduit de façon si brillante le sujet. Pour nous, assureurs, le vieillissement, c'est vraiment le défi majeur de nos sociétés. Peut-être juste derrière le défi climatique, mais en tout cas très très proche également. Juste un chiffre INSEE pour refixer les esprits. Un Français sur 3 aura plus de 60 ans en 2050. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça a 2 conséquences. L'explosion, et tu l'as dit Philippe, du nombre de retraités par rapport aux actifs, mais aussi l'explosion du nombre de personnes qui seront en perte d'autonomie. Des personnes qu'il faudra accompagner, évidemment, au quotidien, et dont il faudra financer la prise en charge. Et face à ces 2 défis, eh bien, l'assurance privée constitue déjà une partie de la solution. Et comme vous l'avez dit, je vais vous proposer, en fin de mon intervention, une solution pour aller encore plus loin, pour résoudre ces 2 défis. Alors, si je reviens sur la question des retraites, d'abord, je rappelle que l'assurance vie est le placement préféré des Français, et ils ont bien raison. C'est un placement de confiance, c'est un placement populaire qui représente aujourd'hui 1800 milliards d'actifs qui sont donc engrangés, et c'est une épargne tous azimuts, mais dont une bonne partie est en fait utilisée par les retraités pour compenser des revenus qui sont ensuite
insuffisant. Et dans le paysage de l'assurance vie à la française, eh bien, on note depuis pas mal d'années des transformations en profondeur. Ces transformations, elles se confirment tous les jours, elles se sont même confirmées pendant l'année 2020, et ça consiste en une prise de risque, j'ose dire le mot, cher Eric, croissante de la part de nos concitoyens, ce qui veut dire que ce sont d'excellents financiers. À titre indicatif, vous voyez, en mai, là, au mois de mai, les cotisations versées sur les contrats d'assurance vie ont été investies, selon le choix des clients, à 40% en unités de compte. Alors qu'est-ce que ça veut dire, 40% en unités de compte? Ça veut dire que à plus de 80%, ces primes sont investies dans les entreprises. Et si j'avais parlé du plan épargne retraite, qui est un produit issu de la loi Pacte et qui rencontre un énorme succès auprès de nos clients, ce serait encore plus que ces 83%. Donc vous voyez, cette préférence des Français pour l'assurance vie, c'est véritablement une chance pour notre économie. Sur la perte d'autonomie maintenant, les assureurs sont déjà aussi une partie de la solution. Et je ne suis pas sûre qu'on en ait tous véritablement conscience. Pourquoi est-ce qu'on est une partie de la solution déjà aujourd'hui? Eh bien, dans deux domaines, la prévention et nos contrats dépendance, puisque nous avons plus de 7 millions de Français qui sont couverts individuellement par des contrats dépendance. Alors la prévention, me direz-vous, mais comment cela? Eh bien, tout simplement via les complémentaires santé. Les complémentaires santé couvrent 96% de nos concitoyens. Elles permettent de lutter contre le renoncement aux soins dans des domaines absolument clés pour la perte d'autonomie. Je pense à l'optique, je pense aux dentaires, je pense aussi aux audioprothèses. J'ai eu l'immense chance de diriger le plan Alzheimer pendant 5 ans. Je peux vous donner des exemples extrêmement concrets. Dans les facteurs d'entrée en dépendance, figure très très haut dans la liste la dénutrition. Mais si vous n'avez pas soigné vos dents tout au long de votre vie, si vous finissez avec un dentier qui va devenir trop grand parce que les personnes âgées maigrissent, eh bien c'est du moulinet, de la soupe, et ça veut dire de l'amaigrissement. L'amaigrissement précipite les chutes, et les chutes font dégringoler sur l'échelle de la dépendance telle que l'a évoqué Philippe. Donc c'est précisément en soignant ses dents tout au long de sa vie qu'on va se prémunir contre ce type de risque. Deuxième exemple sur le risque cognitif, c'est la perte de l'audition. En fait, pour continuer à faire travailler les connexions neuronales, rien de mieux que le lien social. Mais pour avoir un lien social, il faut être bien entendant. Et donc si vous n'êtes pas appareillé, vous vous coupez du monde, vous n'avez plus de sollicitations, et du coup, vos capacités cognitives déclinent encore plus vite que si vous aviez été appareillé. Donc vous voyez, par ces quelques considérations, et je pourrais en rajouter plein, qui sont financées directement et parfois quasi exclusivement par les complémentaires santé, eh bien, nous sommes très très actifs dans la prévention. Alors nous avons évidemment nos contrats dépendance, 7 600 000 personnes. Aujourd'hui, on fait le choix à titre individuel de se couvrir contre ce risque de dépendance lourde, donc GIR 1, GIR 2 pour les grands spécialistes, mais c'est-à-dire des états dans lesquels on a vraiment besoin de l'assistance d'une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne, donc des dépendances effectivement très lourdes. Mais 7,5 millions, c'est pas assez. Qu'est-ce qu'on fait pour tous les autres? Nous, les assureurs, avec nos 32 000 sinistres gérés tous les jours, on est au plus près des assurés, au plus près des citoyens. On connaît leurs préoccupations. On sait qu'ils sont inquiets pour eux-mêmes, pour leurs aînés également. Et c'est ce qui nous a motivés, avec la FNMF, à imaginer une solution beaucoup plus ambitieuse encore que ces contrats individuels. Alors cette solution, je vous la propose, je vous la présente. Cette solution consiste à incorporer systématiquement dans les contrats maladies complémentaires dits responsables
une garantie dépendance. Pourquoi? Eh bien parce que l'assurance, par la mutualisation sur le plus grand nombre, avec un risque qui ne touche pas tout le monde, tout le monde, heureusement, ne finit pas sa vie en GIR 1 ou 2, c'est-à-dire en grande dépendance. Eh bien, en mutualisant sur ces 96% de Français qui ont une complémentaire santé, l'essentiel étant des contrats responsables, cela permet, à un prix tout à fait modique, de couvrir l'ensemble de la population. L'immense avantage de cette solution, donc, c'est qu'elle couvre la majorité, l'immense majorité de nos concitoyens, et elle les couvre demain matin. C'est-à-dire que, comme c'est par inclusion, c'est donc dans une démarche de répartition, pour revenir à ce que tu disais, Philippe, et donc dès la loi votée, Monsieur le ministre, et les décrets pris quand même, effectivement, on va pouvoir proposer cette garantie à tous ceux qui rentreront en GIR 1 ou 2, c'est-à-dire en grande dépendance. Cette solution, elle a aussi le mérite de ne reporter aucune charge sur les générations futures, puisqu'elle ne fait pas appel à de l'argent public. Alors, les assureurs privés, ils équilibrent leurs comptes, c'est obligatoire, c'est réglementairement obligatoire, et donc c'est un système qui est efficace et qui est équilibré. Chère Florence, je vous coupe peut-être dans votre élan, mais vous en avez dit beaucoup, et je pense que ça va faire réagir notre panel. Et j'ai noté une garantie dépendance qui serait incluse, super, la faute d'orthographe, pardon, c'est la télé, c'est ça, on ne sait plus écrire, qui serait inclus dans la complémentaire santé. Je pense que ça va, nos intervenants et sans doute le public auront des choses à dire. Et on continue de poser le débat, les principales idées ou la principale idée, messieurs, dames, sur lesquelles vous voulez aller. Et on donne la parole tout de suite au ministre Éric Woerth. Vous avez beaucoup travaillé, monsieur, sur ces sujets. Vous êtes aujourd'hui député et également à la tête de la commission de finances. Je ne sais pas si vous voulez tout de suite réagir à ce que dit Florence. Moi, j'avais envie de vous entendre aussi. On a aussi envie de vous entendre sur pourquoi notre débat est d'actualité aujourd'hui. Merci. Je voulais dire deux, trois choses, et je réagirai évidemment à ce qu'a dit Florence Lutzmann. D'abord, il y avait plus sexy comme sujet, donc merci d'être là, notamment en plein été. Mais c'est vrai qu'on est au cœur d'un sujet qui n'est pas que français, mais au cœur d'un sujet. Qui tourne autour. Donc on est au cœur d'un énorme sujet. C'est un peu délié quand même, retraite et dépendance. Je comprends bien qu'on puisse le lier, Philippe l'a dit, mais c'est un peu délié. C'est sûr que ça renvoie à l'âge. Mais pas qu'à l'âge d'ailleurs en ce qui concerne la dépendance. Mais d'un côté, la retraite, c'est pas qu'une question de financement, c'est autre chose. C'est évidemment du financement, mais c'est aussi autre chose. C'est la vie après le travail, c'est l'utilité sociale d'un retraité, c'est 1000 choses de cette façon-là. Et la dépendance, c'est d'abord une question de financement, c'est aussi une question de dignité, ce qui va ensemble. Quand on finance, on peut terminer sa vie de manière plus digne que quand il n'y a pas de financement pour le faire. Donc, au cœur de sujets extrêmement humains. Les deux sujets sont aujourd'hui dans l'actualité parce que l'actualité fait que, comme vous le savez, on parle d'une réforme des retraites à venir. Un mot sur les retraites et puis je dirai un mot sur la dépendance. Sur les retraites, il ne faut pas croire que accumuler les réformes, c'est parce que les réformes d'avant, elle n'a pas été bien faite. Bon, je fais partie de ceux qui ont fait une réforme des retraites, donc j'aurais très envie qu'on adopte cette idée-là. Mais simplement parce que le système de retraite, il colle à la vie du pays. Taux de chômage, etc., à beaucoup de choses, à la démographie qu'on peut certes un peu plus prévoir. Enfin, il y a plein de choses qu'on ne prévoit pas. Et on voit bien qu'il faut l'adapter très régulièrement. La retraite, la réforme de 2010, on avait indiqué qu'elle aurait une durée de vie d'à peu près 10 ans. Et qu'en 10 ans, elle remettrait le système, au moins du régime général, à l'équilibre. Ça a été le cas. Et puis après, il faut se reposer d'autres questions qu'on ne se posait pas 10 ans avant. C'est vrai aussi, par exemple, sur les métiers qui bougent, qui changent. Les cotisations ne sont pas les mêmes. La façon de les vivre n'est pas la même. Le lien avec la pénibilité n'est pas le même. Donc tout ça, c'est un sujet qu'il faut bien avoir en tête. Donc qu'on ait tous les 10 ans une réforme, qu'on recale le système de retraite, me semble être dans un régime par répartition, quelque chose d'assez normal. Je pense qu'il faut le dépolitiser. Le pire, c'est la politisation de cette affaire. On ne va pas se payer une crise
sur un sujet consensuel comme celui-là, on reste sur un système par répartition, éventuellement on l'accompagne par de la capitalisation, mais c'est déjà fait, mais on peut l'améliorer. On ne peut pas, à mon avis, systématiquement s'offrir une crise sur un sujet qui devrait être consensuel. Il devrait être calé sur un certain nombre d'éléments automatiques, par exemple l'âge, tout simplement, de vie, l'espérance de vie, pourrait donner lieu à un débat et à un moment donné, un recalage du système de retraite. Je ferme la parenthèse. Sur quoi faire reposer aujourd'hui une réforme des retraites? Si le président de la République considère qu'il est apte à prendre le risque de faire cela, moi je dirais banco, allons-y. On n'a pas de temps à perdre en réalité, on en a déjà perdu beaucoup. On ne reprend pas la réforme de début 2020, personne n'y comprenait rien. On essaie de faire des choses simples. Systémique, paramétrique, ça ne veut rien dire. Mais rien dire, c'est un sujet de colloque, ça ne veut rien dire dans la vraie vie. Les gens, ils se posent des questions paramétriques. À quel âge je pars? C'est un paramètre, hein, c'est un paramètre assez important quand même. Quel sera mon niveau de retraite? Quel sera le niveau de la réversion? C'est ces sujets-là qui sont importants. Est-ce que le système de retraite d'aujourd'hui, il est injuste? Non, il n'est pas injuste. À 14% de PIB, on n'est pas injuste. Il y a beaucoup de critères d'égalité à l'intérieur de ce système. Est-ce qu'on peut aller plus loin sur la justice du système? Évidemment. Mettre fin, par exemple, aux régimes spéciaux. Augmenter la prise en compte de la pénibilité médicalement. Et puis augmenter l'âge de la retraite. Je pense que c'est absolument indispensable. Il faut le faire. Alors je ne sais pas si le président de la République le fera, je le ferai en tout cas à sa place, comme j'y ai pas, je ne suis pas, c'est plus simple. Je pense qu'il faut le faire. C'est sûr que c'est un pistolet avec de la roulette russe hein, en termes politiques, et je suis bien placé pour le savoir. Enfin, peut-être sur la dépendance. C'est 1,4 point de PIB à peu près. On ne sait pas comment on calcule. Donc c'est 10 fois moins que la retraite. C'est évidemment 5, 6, 7, 10%, ça dépend, 15% de personnes de plus de 60 ans qui sont considérées comme pouvant être dépendants en GIR 1 et en GIR 2. Donc c'est pas du tout la même logique. C'est un problème de financement. La 5e branche, elle a été créée. Qui dit 5e branche dit en réalité plutôt quand on crée une branche, avant on l'a créée avec son financement. C'est pas le cas. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la 5e branche? Il y a les crédits aujourd'hui de la Caisse nationale de l'autonomie. Donc il y a grosso modo une trentaine de milliards d'euros. C'est les 30 milliards qui existent. La France, elle met déjà 30 milliards d'euros. Personne aujourd'hui n'est totalement laissé au bord du chemin parce qu'il n'a pas les moyens de terminer correctement sa vie. Personne. 80% de la solidarité joue à plein à ce moment-là. Je crois que pour financer, je crois que pour financer, il ne faut pas faire la réforme des retraites. C'est-à-dire que la réforme des retraites, si on fait la réforme des retraites dans le but de financer la dépendance et de financer éventuellement des mesures jeunes, alors on est dans en même temps qui, me semble-t-il, ne doit plus avoir cours. Si on réforme les retraites, c'est pour financer déjà un système de retraite qui n'est plus financé dans quelques temps et qui connaît déjà d'ailleurs beaucoup de déficits. Donc la réforme des retraites n'est pas pour financer, dans mon esprit, la dépendance. Il faut le traiter différemment. Est-ce qu'on peut faire de l'impôt? Non. Est-ce qu'on peut redéployer à l'intérieur de la sécurité sociale? Je ne le crois pas non plus. Il n'y a aucune marge de manœuvre sur aucune des branches de la sécurité sociale. Donc la solution hybride, au fond, où on a à la fois une solution d'aujourd'hui, où à la fois, et on peut l'améliorer, une solution de prise en compte du reste, d'une partie du reste à charge. Évidemment, tout ce qui est santé est traité par la santé, à l'intérieur de l'ONDAM. Donc le reste à charge, il porte essentiellement sur les coûts de l'hébergement. Et on doit là-dessus être plus fort. Il faut sans doute permettre aux Français de s'assurer. Moi, je suis d'accord avec cela. D'ailleurs, la belle notion d'assurance, elle vaut dans le public comme dans le privé, parce que c'est un risque. C'est un risque dont on n'est pas sûr. Alors c'est sûr que les baby-boomers, ils en profitent, ils n'ont pas cotisé avant. Enfin, c'est comme quelqu'un qui prend un contrat de protection d'automobile. S'il est primo-conducteur et que c'est son premier kilomètre et qu'il se paye un accident majeur, on va quand même le rembourser. C'est les autres qui rembourseront, même ceux qui n'ont pas eu d'accident pendant toute leur vie. Donc je crois à ça. Mais s'il y a une cotisation supplémentaire, obligatoire ou pas, la question doit se poser, s'il y a une cotisation supplémentaire
30 euros, 40 euros pour financer une garantie complémentaire sur les garanties d'aujourd'hui dans le domaine de la dépendance. Alors évidemment, il faut un système de défiscalisation et de crédit d'impôt là-dessus. Il faut travailler à prélèvement obligatoire constant. On ne peut pas considérer qu'on augmentera les prélèvements obligatoires pour cela. À ce niveau de dépenses, c'est évidemment encore possible. Merci beaucoup, Éric Woerth. On va repartir dans l'autre sens de notre panel et on va donner la parole à Robert Leblanc. Bonjour monsieur, vous êtes à la tête d'Aon et vous nous disiez en préparant cette table ronde, retraite et dépendance, un modèle à repenser, mais vous dites plutôt des modèles à repenser. Oui, merci. Des modèles à repenser, je crois qu'Éric Woerth l'a dit, ce sont deux sujets qu'il faut traiter séparément, même si les deux renvoient à la question de l'âge. Deux sujets séparés qui ont été traités jusque-là séparément et qui restent des sujets largement devant nous. Les retraites sont passées par déjà de nombreuses réformes et d'autres réformes restent nécessaires. On a eu une tentative de réforme, on l'oublie, entre les gilets jaunes et le Covid, on a eu aussi la réforme des retraites, non aboutie, mais on en a eu les difficultés. Et quant à la dépendance, ça fait au moins 10 ans, l'excellente revue Risque, qui est présidée par le même Jean Hervé que les rencontres d'Aix, avait fait tout un dossier, il y a déjà plus de 10 ans, sur la dépendance, et pas grand-chose n'a changé entre-temps. Alors, sur les retraites, moi, ce que je voudrais dire sur les retraites, j'entendais Éric Woerth dire systémique, paramétrique, personne ne sait ce que c'est. Ce que je mets en tout cas derrière ces mots-là, systémique, c'est repenser le système en profondeur. C'est ce qui a été tenté et qui n'a pas marché. Et je pense que c'est une tentative à oublier. Parce que c'est ce goût qu'on a en France de bâtir des grandes cathédrales. Les cathédrales, les vraies, sont très belles, mais ces cathédrales technocratiques sont vouées à l'échec. C'est trop compliqué. Personne n'y comprend rien, même ceux qui essayent de les construire. Et en tout cas, les observateurs ne les comprennent pas. Et c'est avec cette idée, en plus bien française, d'un égalitarisme. Le système existant est inégalitaire. Eh bien, tant pis, il a le mérite d'exister. Il couvre quand même largement ceux qui sont couverts. Et le fait que les points n'aient pas la même valeur pour tous est un sujet purement abstrait, purement théorique. Le vrai sujet, et je rejoins Éric Woerth qui l'a déjà mieux dit que je ne pourrais le faire, le vrai sujet, c'est le paramétrique. C'est combien je paye, combien je reçois quand je suis retraité, est-ce que j'ai un quart de ce que j'avais quand je travaillais, ou la moitié, ou les trois quarts, et à quel âge je bascule d'un système à l'autre, de système actif au système de rente viagère. Donc le paramétrique s'impose, et là, il y a urgence à faire des ajustements. Moi, je ne suis pas un homme politique, je ne sais pas si le moment est opportun ou pas, mais en tout cas, techniquement, il y a une urgence à le faire, et oublions le systémique, les grandes cathédrales. Alors, on peut l'oublier d'autant plus qu'il y a en chemin des évolutions qui se font. La retraite par capitalisation, elle existe en France. Et la loi Pacte l'a favorisée avec le PER qui se développe d'ailleurs très bien. Nous en vendons de plus en plus. Et c'est ça qui, à mon avis, va contribuer à créer la solution, plutôt que de réformer le cœur du système, c'est admettre qu'il est limité et qu'autour du système qui vieillit et qui est limité, d'autres choses se développent. Et la capitalisation est absolument nécessaire. J'entendais aussi qu'ils ont, c'est Florence Lutzmann, ils ont raison de choisir l'assurance vie, les Français, ils ont raison parce qu'ils n'ont pas de fonds de pension, parce qu'il n'y a pas de retraite par capitalisation suffisamment organisée. Donc je disais, elle vient, elle avance, tant mieux. Et l'intérêt par rapport à l'assurance vie individuelle, c'est qu'on n'a pas besoin d'orienter les personnes vers les unités de compte, tant mieux que ce soit fait. Dans les fonds de pension, on peut investir avec de vrais horizons beaucoup plus longs et contribuer à un sujet auquel les Français sont tous sensibles, mais on traite les sujets séparément, c'est quand même la souveraineté économique. Les entreprises françaises manquent de capitaux français et un peu plus de capitalisation y contribuerait. Voilà en quelques mots, quelques réflexions très, très superficielles sur la retraite, mais avec quelques repères auxquels personnellement je tiens beaucoup. Alors j'ai mis le compteur, je vois qu'il me reste une minute et demie pour la dépendance, mais ça tourne devant moi. Mais ça va continuer après, voilà. On va discuter ensemble. Sur la dépendance, quelques mots. D'abord, ça marche aujourd'hui, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne laisse pas les gens au bord du chemin. Donc il faut sans doute améliorer le financement, mais je ne crois pas là non plus à une grande réforme, à une grande solution qui d'un coup va tout résoudre et va s'imposer partout.
Je crois qu'il y a des pistes, comme celle que Florence Lutzmann a présentée sur l'inclusion dans de l'assurance maladie responsable. Il y a des pistes aussi liées aux retraites. Les articles 83 peuvent très bien se prêter à des clauses de doublement de la rente en cas de dépendance. Les articles 39, les nouveaux articles 39 qui ont un regain d'intérêt, peuvent aussi se prêter à ce genre de dispositions. Donc je pense qu'il y a plusieurs manières de contribuer à améliorer la situation de la dépendance, plutôt qu'une grande réforme du financement de la dépendance. La gestion des coûts est très importante. D'ailleurs, le projet de loi dont on entend parler sur le grand âge ne contient très peu de choses, mais juste cette réflexion de bon sens qu'on peut observer quand on regarde en général nos propres familles, c'est que c'est quand même mieux et moins cher de garder nos vieux, nos anciens chez eux, plutôt que de les mettre dans des EHPAD. Donc, la réflexion sur le coût de la dépendance est aussi quelque chose de très important. À côté des ressources à aller chercher pour financer ces dépenses, il y a la gestion de ces dépenses. Et l'approche par les aides à domicile présente tous les avantages à la fois humains et financiers par rapport au système des EHPAD. Et je vois que ça s'est arrêté devant mon compteur. C'est parfait. Peut-être une petite explication de texte, cher Robert, sur les articles 83 et les articles 39. On va essayer d'être... Je suis sûre que vous êtes tous super bons sur le sujet, mais moi j'avoue que si j'avais un quiz à l'instant, je ne serais pas forcément capable de répondre. Je pense que vous l'êtes, mais vous avez raison, je suis désolé d'avoir utilisé des codes comme ça. Les articles 83 sont des contrats que chacun individuellement, plutôt que les entreprises, peuvent souscrire. Mais enfin, je veux dire, c'est un système libre et c'est de la retraite à cotisation définie. On sait ce qu'on met dans le pot et on verra bien ce que ça donne en fonction du rendement plus tard. L'article 39, c'est le contraire. On définit une prestation future et les cotisations évoluent en fonction de la prestation attendue. Et voilà qui nous amène directement à Éric Pinon. Rebonjour monsieur, merci de votre patience. Président de l'Association française de la gestion financière. Et de même, quand on s'est rencontrés pour préparer ce débat, vous nous disiez que pour vous, l'éducation à la gestion d'actifs était quelque chose d'important. Robert disait, on fait déjà de la retraite par capitalisation, mais il faut aussi le connaître, que ce soit dans le grand public, que ce soit accessible. Vous dites, on peut être plus transparent, avoir davantage d'éducation sur ce sujet. Oui, bonjour à tous, merci beaucoup. Non, ma patience m'a permis de bien entendre les espoirs de Philippe de toucher sans cotiser, même s'il est éduqué, donc c'est une bonne nouvelle. Les propositions de Florence, les passés des Rivers sur quelques projets qui ont changé, et puis ce que vient de dire Robert. Je pense que ce qui est important peut-être dans le titre, et moi aussi je vais faire peut-être une dissociation, ça a été dit par tout le monde je crois, retraite et dépendance. Là j'allais dire la dépendance n'est qu'un élément malheureusement, ça a été redit par Eric Woerth, de quelques retraités. Alors on touche, encore une fois on parle de cas graves hein, et pas forcément de cas mineurs, mais juste pour mémoire, et je crois que c'est ça qu'il faut repenser, lorsque, à la fin des années 50, le système des retraites par répartition a été mis en place, le principe était simple, il y avait 7 cotisants pour 1 retraité. Nous sommes aujourd'hui à 1,7 cotisants pour 1 retraité. Donc il n'y a pas besoin forcément de faire ni d'actuariat ni polytechnique pour comprendre qu'il y a un petit décalage d'encaissement versus le décaissement. Et surtout, et peut-être ce deuxième chiffre est aussi important que le premier, c'est que nous avons une durée de vie moyenne du retraité en la fin des années 50-60 qui est inférieure à 10 ans, de l'ordre de 7 ans. Là où nous avons aujourd'hui une durée de vie moyenne de l'ordre de 24 ans. Alors tant mieux pour ceux qui continuent à vivre vieux et j'espère en bonne santé. Mais ces deux décalages font qu'il va falloir éduquer les gens sur ces chiffres, et en particulier, mais je pense qu'on en reviendra dans le débat, sur ces chiffres de ce qui est la contribution de l'État. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et avec beaucoup les fameuses 30 glorieuses, comme tout le monde s'en souvient, vous aviez 3 sujets où on disait aux gens ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. À savoir l'éducation de base, là, je ne parle pas de l'éducation financière, on y reviendra, la santé et la retraite. Malheureusement, ce n'est plus possible. Donc Florence, par exemple, propose quelques modifications en termes
je dirais, de couverture privée ou collective d'ailleurs sur la dépendance. Mais dans le cadre de la santé, ça a été évoqué, la sécurité sociale a eu quelques problèmes. Vous savez que depuis 2015, l'ensemble de la mutualisation santé a été obligatoire, même pour les petites entreprises. Ça veut donc dire que les modèles ne sont plus compatibles aujourd'hui avec notre vie, avec notre pyramide des âges, comme on dit. Alors on parle des baby-boomers, et donc on voit qu'ils sont en pleine forme. Je dis ça pour Philippe, qui encore une fois se positionne comme le moins jeune d'entre nous. Mais en tout état de cause, avoir aujourd'hui 70, 75, voire 80 ans, on est plutôt en forme. Je m'amuse toujours de ces publicités où vous voyez les gens qui rentrent dans une maison vide et qui cherchent leur mère ou leur belle-mère, et puis en fait, quelques minutes après, on vous la montre en train de danser sur un bateau. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette pub. J'avais trouvé ça merveilleux. Mais ça veut dire que donc, et je reviens à votre sujet plus important, c'est que la retraite, c'est une période longue. La retraite, c'est une période longue qui ne peut plus être financée par ceux qui travaillent. Et je voulais juste rappeler un principe de base que d'aucuns ont peut-être pas oublié, mais en tout état de cause qu'il est toujours utile de rappeler, c'est que la répartition, c'est les cotisations d'aujourd'hui qui sont payées pour les retraités d'aujourd'hui. Ce n'est pas les cotisations d'aujourd'hui qui sont payées pour les retraités de demain que vous serez. À l'inverse, effectivement, l'investissement par capitalisation, c'est les cotisations que vous payez aujourd'hui pour votre retraite de demain, avec des investissements qui ont donc un avantage, et là je reviens à mon métier, c'est celui de la gestion longue. Florence l'a dit tout à l'heure sur les UC, on est dans une situation, et elle me faisait un clin d'œil tout à fait technique, sur la culture du risque. C'est pas que je n'aime pas le mot risque dans la gestion financière, c'est que je dis que dire aux gens qu'on va leur faire prendre du risque peut les stresser. Peut les stresser, pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas éduqués. Mais la gestion long terme, c'est une acceptation du risque, et le risque, ça a été dit par Eric Woerth également, c'est des choses incertaines, c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler. Donc moi, ce que je crois utile, c'est qu'il faut basculer progressivement vers une économie principalement de long terme. Le PER en est un exemple, l'assurance vie d'ailleurs, qui même si elle est liquide en théorie, est en pratique, enfin Florence pourra le confirmer, détenue en moyenne, je crois, entre 10 et 12 ans, d'après les chiffres que je crois comprendre. Alors, tant mieux pour les gérants d'actifs que je représente, parce que ça nous fait des actifs long terme à gérer. Donc ça, c'est une chose, mais tant mieux surtout pour les épargnants, parce que ça veut dire qu'ils n'en ont pas besoin tout de suite. Je vous redonne aussi des chiffres importants. En France, nous avons une répartition des actifs qui sont essentiellement sur la partie dette ou taux d'intérêt. 72% des actifs des Français sont encore, dans beaucoup de cas, y compris de la fameuse surépargne de cette crise Covid que nous venons de traverser, investis ou non investis, c'est-à-dire dépôt à vue, livret A, et la partie non UC, mais fonds en euros, comme on dit, qui, et je dis ça avant que Florence me corrige, bien sûr, les fonds en euros, il n'y a pas que du monétaire dedans, il y a des investissements longs, que ce soit immobilier ou entreprise. En Suède, pour vous donner un exemple européen simplement, 28% sont sur des sujets de dette, là où 72%, c'est exactement le chiffre inverse, sont sur des investissements long terme. Donc moi, pour terminer, puisque le chronomètre avance et que nous allons pouvoir en parler, oui, il faut éduquer. Éduquer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire rassurer les gens, ça veut leur dire que les professionnels que nous sommes en gestion, qui sommes derrière les gens chez qui vous placez vos actifs, que sont les assureurs, que sont les banquiers, que sont les différents types de placements qu'on pourrait vous proposer, y compris la partie mutuelle prévoyance, sont effectivement des placements que nous allons suivre sur le long terme au profit de vos intérêts. Grâce à ça, nous allons vous motiver et motiver l'épargne pour qu'elle devienne plus productive. On parle de relance en ce moment, on a le sujet du financement des entreprises, il y a un problème de financement de haut de bilan. Et tout ça permettra la transformation. Et puis enfin, nous nous tournerons enfin peut-être vers une gestion risquée, je m'amuse parce que Florence est là, mais je le dirai et je vais le dire de plus en plus, vers une gestion risquée long terme, qui en fait, quand elle est long terme, n'est pas risquée. Donc transformons cette épargne, transformons cette confiance des gens, et grâce à ça, eh bien, je termine par le titre, le modèle sera repensé et sera repensé pour, je dis ça sous contrôle de Monsieur le Ministre, on en parlait en préparant cette réunion, non pas pour les 10 ans qui viennent, mais peut-être pour les 20 ou 30 ans qui viennent, et ça sera au profit de tous. Merci beaucoup. Voilà de quoi nourrir notre discussion, et je pense qu'on n'aura pas assez des dernières minutes qui nous sont imparties, mais on a encore le temps.
Je vais vous poser à tous les quatre, enfin en tout cas pour lancer la discussion, sans doute une question de béotien, en rebraquant peut-être les projecteurs sur ce que nous a montré la pandémie, avec les ravages du virus dans les maisons de retraite, les seniors souvent dans ces maisons-là laissés pour compte, non, mais en tout cas vivant dans ces communautés, montrant la dépendance sous un autre angle, la retraite dans beaucoup de raisonnements de gens plus jeunes, on part à la retraite, donc on va vieillir, donc on finira sans doute par être dépendant. Notre débat est intitulé « Retraite et dépendance ». Pourquoi ? Alors peut-être aussi être très clair pour la salle, alors je vais être très égoïste, pourquoi délier, comme le disait Eric Woerth tout à l'heure, et vous-même, je l'entends dans vos propos, délier à ce point retraite et dépendance. Si j'ai bien lu le draft que Mme Bourguignon va proposer ou a déjà proposé dans les prochaines semaines à Emmanuel Macron et à Jean Castex, c'est le contraire de ce que sur le papier veut faire le gouvernement en liant les retraites, la dépendance, voire un grand projet sur la jeunesse. Et si on en croit nos confrères des Échos, ce qui serait gagné sur les retraites permettrait de financer la dépendance. Donc d'une question longue, résumé court, est-ce que le gouvernement se trompe complètement ? À vous écouter, oui. Moi, je vais juste faire un commentaire, puis je laisserai Eric ou Florence peut-être compléter. Je pense que lier le sujet de façon trop intime, c'est de nouveau faire peur aux gens. Ça a été dit. Les gens qui sont en dépendance extrême sont heureusement une minorité de la population en retraite. Donc, ne faisons pas croire aux gens qu'ils épargnent parce que simplement ils vont finir en chaise roulante et qu'il faudra quelqu'un pour la pousser. Je dis ça avec beaucoup d'humilité puisque je suis moi-même touché dans ma famille sur ce sujet-là. Donc je pense qu'il faut faire très attention aux propos tenus. Et après, mais ça Eric l'a dit, je vais laisser le redire, l'un ne doit pas forcément financer l'autre puisque ce n'est pas la vocation finale. Mais est-ce que c'est pas de l'humain, Eric Woerth disait tout à l'heure, la retraite c'est aussi une question d'humanité. C'est lié, non, humainement, ça ? Mais tout est lié. Par principe, dans la vie d'un homme, tout est lié du début jusqu'à la fin. Mais la retraite, c'est le reflet de votre activité. Votre pension de retraite reflète vos revenus d'activité. Quand il y a une petite retraite, en général, c'est parce qu'il y a eu soit très peu de cotisations, donc très peu de revenus d'activité ou sur des périodes trop brèves. Donc la dépendance, c'est un risque. En fait, on a tous l'assurance qu'on va être vieux, mais il y a un risque supplémentaire, c'est qu'on va être dépendant. C'est pas tout à fait pareil. T'as vieux, on le sera tous. Dépendant, personne ici ne souhaite l'être. Mais il a tous, et mort, on sera tous. C'est vraiment la session la moins optimiste qui doit. Moi, j'avais préféré celle-là parce qu'il y avait encore un peu d'espoir. Sur la dépendance, c'est plutôt une logique de prestation sociale ou d'assurance, puisque c'est un risque. Pas du tout sur la retraite. Évidemment qu'on peut les lier parce que c'est une question d'âge, bien sûr. Mais si on les lie dans une future réforme totalement où modifier la retraite, c'est assurer des financements supplémentaires qui permettront de financer la dépendance, je pense que ce serait une erreur. C'est ce que le gouvernement, sur le papier, prépare. Mais j'en sais rien sur le papier. Moi, j'ai pas vu de papier. Hein. J'ai vu des gens qui parlent. Mais j'espère que non. Parce qu'à ce moment-là, on fragilisera à la fois le système de retraite, puisqu'on n'aura pas réussi à conforter son financement au travers de l'augmentation de l'âge. Et puis, on aura un système de dépendance qui sera, à mon avis, extrêmement faible et assez peu efficace. Non, donc il y a bien deux sujets différents qui ne répondent pas au même état d'esprit, c'est pas la même nature des choses. Dans les deux, il y a une question de dignité humaine. Dans les deux, bien sûr. Mais on n'y répond pas de la même manière. Et je pense qu'une solution un peu hybride, c'est à la mode l'hybride, donc une solution un peu hybride, où vous allez à la fois, et en France c'est toujours ça, vous avez à la fois un système de solidarité publique exercé au travers de cotisations ou d'impositions. Bon, il y a déjà 30 milliards sur la table dans le domaine de la dépendance, on peut peut-être aller un petit peu plus loin, avec une garantie complémentaire aidée au travers d'un crédit d'impôt, par exemple, en ce qui concerne la cotisation supplémentaire, permettrait de répondre à beaucoup de sujets. Florence, vous voulez intervenir ? Oui, peut-être il y a une précision qu'on n'a pas donnée, mais je crois qu'il y a deux sujets quand on parle de retraite et de dépendance. Il y a un sujet financier, et on a finalement pas mal tourné autour du sujet financier. En tout cas, quand on parle de dépendance,
aussi pour les retraités, mais enfin encore plus pour les personnes dépendantes, il y a un sujet qui est finalement presque aussi important, ou qui arrive juste derrière le sujet du financement, c'est la prise en charge au quotidien. C'est-à-dire que, bien entendu, il faut pouvoir financer les services, mais encore faut-il les trouver, ces services. Et là aussi, c'est le métier de qui? C'est le métier des assureurs. Je vous rappelle, quand vous avez un pépin de santé à l'autre bout du monde, vous appelez pas la Sécu, hein, vous appelez votre assureur. Votre assisteur, qui sait se mouvoir dans tous les systèmes de santé au monde, qui, comme de l'horlogerie suisse, sait vous rapatrier ou vous faire soigner dans un pays tiers, là où effectivement on pourra vous remettre en état. Et c'est exactement ce dont on a besoin pour répondre à la demande des Français, qui est, comme vous l'avez dit, le maintien à domicile. Et ça ne date pas de la crise Covid. Alors bien entendu, compte tenu de ce qui s'est passé dans les EHPAD, ces drames au nom de l'éthique, si je puis dire, ça a renforcé encore cette demande. Mais encore une fois, j'étais sur le plan Alzheimer entre 2007 et 2012, la demande majoritaire des personnes, des familles, c'est le maintien à domicile. Mais encore une fois qu'on a dit ça, il faut que ce soit rendu possible, il faut qu'il y ait des professionnels du maintien à domicile, de l'organisation des prestations, il faut garantir un minimum de qualité. Là, pour tous ceux qui, malheureusement, soit sont aidants par eux-mêmes, il y a 4 millions de héros du quotidien dont on parle jamais. On en a parlé pendant l'épidémie beaucoup, ouais. Oui, mais ces aidants, c'est pas épidémie ou pas épidémie. Beaucoup de femmes aussi, d'ailleurs, dans les aidants, beaucoup d'aidantes, qui ont besoin de soutien psychologique, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de souffler, qui font un travail absolument extraordinaire, qui représentent, on ne sait même pas très bien le chiffrer, entre 7 et 17 milliards, je crois, d'équivalents en termes de prestations fournies. Eh bien, il faut penser tout autant l'équilibre financier, le financement, que mettre vraiment des professionnels à la barre, parce que quand on a une personne âgée dépendante, on n'a pas le droit de rater une toilette et on n'a pas le droit de rater un portage des repas. Éric Pinon et Robert Leblanc, juste sur la question, Éric Woerth, je vais redonner la parole, vous vouliez réagir à ce que disait Florence. Vous êtes évidemment extrêmement impliqué dans ces sujets. Florence avait une proposition. On sent que les assureurs, les organismes de gestion financière sont partie prenante ou selon vous devraient être partie prenante dans la construction du financement de cette dépendance. Est-ce que ce message que vous nous délivrez aujourd'hui, il est reçu par le gouvernement ? Moi, je n'ai pas délivré de message au gouvernement. Donc, non, mais si vous êtes partie prenante du problème et de sa construction et de sa solution, est-ce que les solutions que vous proposez sont entendues ? Ça, c'est une question pour Florence qui a proposé une solution. Moi, j'ai dit que c'était un assemblage de solutions et que les solutions de terrain ont leur importance et les solutions sur les coûts ont leur importance. Un exemple de solution qu'on a mise en œuvre pour une grande entreprise française qui a un grand nombre de salariés, ils ont souhaité que le contrat de prévoyance contienne des options au lieu d'être quelque chose de standard pour tout le monde. Et l'une des options, et qui est beaucoup souscrite par les salariés de cette grande entreprise, c'est l'aide aux aidants. Parce que c'est une manière aussi de traiter le sujet. On parle de toute l'aide informelle. Il y a aussi un angle qui est de soutenir cette aide informelle en permettant à des gens qui sont salariés, qui ont une couverture, au lieu d'avoir uniquement une couverture qui va servir à leurs propres difficultés, une couverture qui leur permet de s'engager dans l'aide des anciens de leur famille. Donc voilà, moi je n'ai pas de réforme à porter, je l'ai dit, c'est je crois un assemblage de solutions. Florence, au titre de la Fédération des assureurs, propose une piste de solutions. On verra si elle est suivie. Moi je pense que c'est une bonne piste parmi d'autres. Voilà, un assemblage. Oui, pour compléter ce que dit Robert et pour répondre à votre question, je pense que tous les gouvernements, que ce soit celui auquel Éric Woerth a participé il y a quelques années ou que ce soit l'actuel et peut-être celui de demain, quel qu'il soit, a compris une chose, c'est que le modèle avait changé. Donc prenons l'exemple de ce qui s'est passé sur la loi Pacte, on en a parlé avec le PER, qui est une très belle réussite. Robert le disait, et je crois que c'est un sujet, nous avons refusé, quand je dis nous, les politiques de l'époque, ont refusé les fameux fonds de pension parce qu'en France, on avait l'impression que le fonds de pension était réservé aux riches et ne permettait pas aux pauvres de se protéger. C'est pas le cas ?
Je crois, que ce n'est pas le cas. Je crois d'abord que la répartition des porteurs d'assurance vie, par exemple, qui est le fonds de pension à la française, comme certains le disent depuis de nombreuses années, non, tous les Français, quel que soit leur niveau, ont tendance à épargner. Je veux dire, encore une fois, si nous sommes à 145 milliards, d'après François Villeroy de Galhau, de surépargne depuis mars 2020, c'est qu'il y a une partie de l'argent qui a été mis en protection. Donc, je pense que oui, les gouvernants nous entendent, oui, ils ont compris que le modèle changeait, et surtout, et moi, encore une fois, je suis comme Robert, je ne fais pas de politique, mais en tout état de cause, je crois qu'ils écoutent nos messages parce qu'ils savent que nous sommes là pour défendre l'intérêt des Français, et donc indirectement, si je peux me permettre de dire ça sous contrôle de M. Hertz, de leurs électeurs. Mais une chose est sûre, c'est que si on ne s'en occupe pas, il y aura un problème, et c'est parce que le modèle a changé, c'est parce que le pyramide des âges a changé, parce que la vie s'est rallongée, qu'il faut que tout le monde prenne en considération ces éléments-là. Et on revient au sujet pour lequel vous me questionniez. Oui, il y a un problème d'éducation. Alors, faut-il commencer en CM1, en 3e, en terminale ou en école supérieure ? Moi, personnellement, je suis plutôt partisan de croire que dès qu'on donne l'argent de poche à un enfant, le mieux, c'est de lui expliquer que ça lui sert à équilibrer une partie de ses dépenses, même si ça reste nos dépenses personnelles. Je dis ça avec 5 enfants, je sais de quoi je parle. Ah, voilà qui résonne. Éric Woerth, vous vouliez réagir, Monsieur le Ministre, oui. Et je voulais juste un commentaire ou une question à vous de voir. Quand Éric Pinon disait « ça a déjà changé », en préparant ce débat, vous nous donniez l'exemple de l'Espagne où pour la prise en charge à la fois de la dépendance ou de la retraite, on avait dépolitisé ou enlevé ce tabou. Il y a un tabou français, non, sur... alors c'est la répartition, c'est la justice, c'est l'égalité, mais faire entrer du privé ou des organismes privés ou dire ouvertement on peut faire les deux, ça semble beaucoup plus compliqué. Oui, c'est très symbolique. Vous voyez au journal de 20h, expliquer que l'assurance va prendre en compte avec des cotisations d'assurance. Bon, évidemment, le débat français, on voit très bien ce que ça va être. Ça va être l'idée de dire qu'on est en train de privatiser la sécurité sociale. C'est à peu près ça. Et puis après, on tournera autour de ça, plus ou moins bien. Certains pousseront des cris, d'autres diront que c'est la fin du modèle social français et le début de la jungle sociale. C'est malheureusement ces caricatures qui nous font beaucoup de mal. Moi, est-ce que notre modèle n'est pas en train de changer, sans verser dans la caricature? Oui, est-ce que depuis quelques années, de fait, on ne s'est pas tourné plus vers la capitalisation? Est-ce qu'on n'est pas plus à l'écoute de ce qui se fait ailleurs? Mais juste, on n'ose pas le dire. Enfin, oui et non. On reste avec un niveau de prise en charge sociale extrêmement important par rapport à tous les autres pays, que vous le mesuriez que vous le mesuriez sur le plan de la santé, on reste à charge, etc., etc. Ce serait beaucoup trop long, mais non, on a un modèle social au contraire qui a plutôt augmenté au même rythme que la société. C'est d'ailleurs une question fondamentale, c'est qu'il faut évidemment être capable de le payer, sinon c'est très injuste vis-à-vis des générations qui nous succéderont, mais c'est pas le sujet. Je voulais juste dire un mot sur le reste à charge, parce qu'au fond, c'est ça qui est important. Alors, il est en hébergement, c'est l'hébergement pour, évidemment, quand on est en EHPAD, donc les coûts globaux de l'hébergement, c'est-à-dire hors prise en compte de la santé, mais c'est aussi, évidemment, la nécessité, lorsqu'on est à domicile, et il faut garder les gens à domicile le plus longtemps possible, hein. Chacun a souvent une expérience personnelle, donc il peut le mesurer, il faut le garder, chacun a envie d'être chez soi plutôt que dans un EHPAD si bien géré soit-il. Et ça, chez soi, c'est évidemment les coûts des aides à domicile. Les coûts des aides à domicile sont mal pris en compte. Et cette crise a révélé quelque chose, c'est qu'il y a des good jobs. Moi, je n'ai pas fait beaucoup d'anglais, mais ça veut dire des bons emplois. Et les bons emplois, ça veut dire un emploi dont on sait à peu près à quoi il sert, qu'il y a une vraie utilité sociale. Il y a un niveau, évidemment, de compétences pour l'exercer qui peut changer, mais il est aussi rémunéré au niveau du coût ou du prix de son utilité sociale. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les services de prise en compte d'assistance à domicile, qui sont en général des associations, souvent en partie prises en charge par les conseils départementaux, le sont de façon très différente. Le coût horaire varie selon les départements. Vous pouvez être à 16 € dans un département, à 22 € dans un autre.
Donc on voit bien que le nombre d'heures délivrées ne correspond pas ou ne peut pas correspondre financièrement au nombre d'heures souhaitées, demandées pour la personne qui est dépendante, souvent à ce moment-là dans un GIR, pas un, parce que ça devient extrêmement compliqué, mais 2 ou 3, on voit que le nombre d'heures n'est pas suffisant. Et si la personne ne peut pas payer, elle peut pas payer. Et c'est là-dessus qu'on doit travailler. Si on ne peut pas assumer le fait de payer correctement d'un côté des personnes pour qu'elles viennent travailler et de l'autre de faire en sorte que pour celles et ceux qui en ont besoin de couvrir ce reste à charge, alors on passera à côté de beaucoup de choses. Donc il faut que la prestation qui est de la prestation phare, c'est l'APA. Il faut évidemment que l'APA, on puisse continuer à y réfléchir dans un système sans doute plus vaste avec des compléments de garantie, avec un système fiscal qui permette de les prendre en compte. Donc je suis bien à périmètre constant de prélèvements obligatoires, mais si on ne réfléchit pas à l'APA, alors à ce moment-là, on passera à côté du sujet. Florence Lutzmann, peut-être, quand on... Pardon, je vais citer mes confrères, que ce soit Les Échos ou le Parisien, mais quand on lit les analyses de nos confrères sur ce qui ressort du projet de loi sur le grand âge qui devrait être arbitré à l'été sur la dépendance et la solidarité avec les générations futures, on voit la mesure phare du projet, la création d'une autonomie domicile dont le tarif plancher serait à 22 € de l'heure. Et puis on voit aussi que dans ce draft, pardon pour l'anglicisme également, du projet grand âge, il y a ce socle obligatoire qui reposerait une fois encore sur la solidarité nationale, viendrait s'ajouter une couche facultative, voire une couche supplémentaire de surcouverture avec un système en 3 strates, dit-on dans ceux qui préparent ce projet, un système qui ressemblerait à celui de l'assurance santé. Ça vous réjouit ou ça vous fait bondir ? D'abord, je voudrais dire que je suis comme Éric Woerth, je n'ai rien vu. Donc, je lis le journal, comme beaucoup d'entre nous. Donc, je ne sais pas si la presse est fiable pour savoir finalement ce que Mme Bourguignon va mettre sur la table et va nous proposer. En général, on essaye de bien faire notre travail. Ce qui est positif, et vous êtes mieux informés que nous, donc j'ai du mal à réagir. Non, ce qui est très positif, c'est qu'on mette à nouveau le sujet sur la table, parce qu'effectivement, le sujet est prégnant pour une large majorité de nos concitoyens. Maintenant, je suis tout à fait d'accord avec Monsieur le Ministre. Il faut effectivement prendre des décisions sur l'équilibre de nos régimes de retraite, et on ne peut pas effectivement imaginer des économies sur la retraite qui sont immédiatement dépensées sur la dépendance. Donc moi, si vous évoquez des systèmes à 2 ou 3 étages, eh bien, pourquoi pas? Notre proposition, je crois, peut s'inscrire totalement dans ce cadre-là, et c'est évidemment dans cet esprit que nous allons le pousser, avec cette idée, cette marque d'un contrat super responsable. Je regardais si on avait des questions du public, mais non, pas toutes. Non, je me suis mal exprimée. Ça va venir, mais c'est juste qu'elles arrivent normalement sur mon écran. Mais je vous donnerai la parole, monsieur. Je voulais une dernière question, peut-être un peu générale ou générique, avant de se tourner vers vous, en vous remerciant de votre attention tous et de votre patience. C'est ce que chacun a mentionné au début sur l'utilité ou l'opportunité ou pas de relancer la réforme sur les retraites. Il y a une question de timing politique, mais je voulais votre réaction sur le fait que si on sonde le contenu de la réforme, mais même si bien sûr, mais vous l'avez dit tout à l'heure, sur l'âge, est-ce qu'il faut effectivement simplifier, aller sur le retard de l'âge du départ à la retraite, et juste pour donner l'ambiance, à la fois le patron du MEDEF, je sais que c'est très politique, à la fois Laurent Berger, à la fois les partenaires sociaux, ceux qui étaient pour cette réforme, même au sein du gouvernement, disent, est-ce que c'est vraiment le moment d'y aller? Alors, est-ce que vous pensez que sur le fond, on a tellement attendu, Éric Woerth disait tous les 10 ans qu'il faut y aller maintenant, peu importe l'échéance politique à 6 mois, ou est-ce que, pardonnez-moi le terme, on se grille complètement et on braque tout et on risque à nouveau une exacerbation sociale et qu'on serre les dents et on attend un petit peu? Non mais l'été, moi j'essaie de faire de la montagne, l'été en pente douce, c'est pas mon truc. Donc l'été en pente douce où au fond on va tenter de stabiliser, de sortir du Covid, chacun espère qu'on va en sortir, de sortir du Covid hors variant, qu'il faut juste accompagner la France vers son apaisement naturel. Bon, c'est possible.
si on s'apaise vraiment. Mais comme de toute façon, le débat politique, il ne sera pas apaisé. Hein. Mais peut-être, je ne suis pas opposé, profiter de la relance, la rendre plus utile, plus efficace. On peut très bien raconter une histoire qui se tient avec des mesures, mais c'est de la pente douce. Une pente plus dure, elle est évidemment dangereuse et j'en mesure la complexité dans le domaine de la prise de décision. Vraiment, je mesure ça. Enfin, il y a aussi l'intérêt général. L'intérêt général, c'est que quand même, on n'est pas réformé, pas fait table rase, évidemment, du système de retraite. C'était un peu stupide. Mais fait en sorte que ce système, il continue à perdurer. Et qu'on dépolitise les choses. Et je pense que la conclusion d'une bonne réforme des retraites, ce serait de trouver des critères automatiques, de pilotage automatique du système qui puisse mettre d'accord les Français sur un certain nombre de critères simples, compréhensibles par tous et donc extrêmement justes. Moi, juste en un mot, si on ne fait pas, on n'explique pas. Si on n'explique pas, on n'éduque pas. Le système ne peut pas continuer comme ça, donc il faut le changer. Est-ce aujourd'hui, demain, j'en sais rien. Eric Woerth l'a dit, on a déjà fait des efforts il y a 10 ans. On nous a déjà annoncé que les caisses étaient en partie vides et les décalages de chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure confirment qu'il faut modifier. Donc si on veut responsabiliser les gens et les laisser nous aider et aider les politiques à prendre tout le monde en charge, il faut probablement changer assez vite le système. Merci à tous les quatre. Philippe. Oui. Pardonnez-moi et pardonnons pour ceux qui auraient voulu poser des questions, je crois que nous devons conclure. Je crois que la conclusion est assez simple de ce qui a été dit. Les avis ne sont pas convergents. Vous voyez qu'il y a une diaprure de points de vue qui sont peut-être plus complémentaires qu'on ne peut le penser. Premièrement, il faut réformer. Je crois que c'est tout à fait partagé. Deuxièmement, il nous est dit, attention, la retraite n'est pas un sujet financier, c'est pas un sujet systémique, c'est pas un sujet politique, c'est, je crois, au fond, sous différents termes, ce que tout le monde a dit autour de la table, alors que le sujet de la dépendance est plus un sujet financier, puis après ça, un sujet de construction sur le terrain de solutions. Et alors, ce que je vois, ce qui a été beaucoup dit, c'est qu'en réalité, l'État ne peut pas réformer tout seul. Il y a beaucoup de solutions qui sont en place, n'est-ce pas, et qui pourraient au contraire faciliter la réforme des retraites et de la dépendance plutôt que la rendre complexe, n'est-ce pas. L'assurance est très présente, elle a des produits, notamment des produits qui sont très intéressants pour les cadres, et donc il serait peut-être un petit peu mieux que l'État cadre s'occupe de leur retraite avant de demander à l'État de s'en occuper. Nous avons le PER, nous avons aussi dans la dépendance, et Florence Lutzmann a mis une solution qui est un petit peu intéressante et qui évite le problème que je posais, c'est-à-dire du rapt des baby-boomers, en disant que les retraités se mettent à payer à partir de l'âge de la retraite, dès le départ, et on peut avoir un système en répartition qui puisse fonctionner même à partir de cet âge. Enfin, on pourrait le faire plus tôt d'ailleurs, mais on peut moduler. Et on nous dit aussi peut-être qu'il y a un problème d'éducation financière. Laissez-moi vous dire peut-être deux points. Je crois qu'il est très vrai, ce qu'a dit Robert Leblanc est très important, c'est-à-dire un assemblage de solutions. Je crois que c'est très important. Optimalement, c'est probablement, économiquement, c'est optimal. Deuxièmement, attention, ne faites pas d'équation capitalisation, fonds de pension et action. Les économistes, un des théorèmes économiques, c'est que c'est neutre. Normalement, la durée de votre engagement n'est pas lié nécessairement à un investissement en action. L'investissement en action est effectivement empiriquement plus avantageux actuellement parce que sur la période de l'après-guerre, les actions ont été plus risquées que les obligations à court terme et moins risquées à long terme. Mais rien ne nous dit que c'est la recette du futur. Voilà. Merci Philippe. Juste, j'allais vous le dire, monsieur, on doit laisser la place, mais c'est le principe des rencontres. Nos invités sont là. Si vous voulez échanger avec eux, je vous propose de le faire... Non, c'est terminé, je suis désolée. Je suis désagréable. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.